Bienvenue sur Terre, ma grande. C'est l'horreur, tu vas te régaler. Ah, c'est pas faux. Non! Non! Oh, punaise, oui! Pas ça! Non! Dites mon nom. Je vais appeler Internet et leur demander de me faxer les numéros de téléphone de toutes ces femmes. Merci. Écoutez, je dirai pas loin, comme ça, si c'est l'apocalypse ce soir, bip bip. Bonjour, c'est Clémence. Bienvenue dans We Love Series, le podcast signé We Love Cinéma qui s'intéresse aux œuvres diffusées sur le petit écran et sur les plateformes de streaming. Dans la collection du moment, on dissèque Seinfeld, la sitcom culte des années 90. Dans l'épisode 1, on s'est intéressé aux raisons de son succès et on a fait un focus sur l'homme de l'ombre sans qui la série n'existerait pas, Larry David. Aujourd'hui, on va se pencher sur le casting principal. À mes côtés, pour passer cette série sur le grill, j'ai le plaisir de retrouver Stéphane Moïsakis. Salut Stéphane. Salut Clémence. Et Rafik Djoumi. Salut Rafik. Salut Clémence. Alors malgré son titre, Seinfeld ne se concentre pas uniquement sur son interprète principal. La série a aussi fait connaître Jason Alexander, Julia Louis-Dreyfus ou encore Michael Richards. Michael Richards peut-être ? Michael, ouais. Michael Richards. Comme Seinfeld, ces derniers ont chacun un parcours spécifique qui justifie leur explosion sur le devant de la scène avec cette sitcom. Et tout autant que Jerry Seinfeld lui-même, il représente la force comique de cette série, pas tout à fait comme les autres. Alors, il faut savoir que les premiers scénaristes de la série avaient à cœur d'écrire un arc pour chaque personnage du quatuor dans chaque épisode. On va revenir en détail donc sur la trajectoire de chacun et on va commencer tout simplement avec le personnage central passif, comme on l'appelle, Jerry Seinfeld. Oui, Jerry, comme Stéphane le faisait remarquer dans le précédent épisode, le comédien Jerry Seinfeld, c'est un excellent stand-up comédien, voire peut-être un des meilleurs de sa branche. Par contre, c'est pas un bon acteur. Et ça, c'était effectivement un problème qui a été très vite repéré, qu'il allait falloir l'entourer de comédiens extrêmement solides. Ce qui est donc le cas de Jason Alexander, qui vient du théâtre, Julia Louis-Dreyfus, qui était passé par le Saturday Night Live, etc. Et Michael Richards, qui faisait beaucoup de David Letterman Show et autres à l'époque. Donc Jerry ne sait pas jouer, et ça tombe bien parce que il aime les comédiens et donc il va faire le maximum pour leur donner de la place. Du coup, le personnage de Jerry Seinfeld est un personnage, comme tu l'as dit, neutre, non chargé, ni positivement ni négativement. Mais c'est aussi, et ça c'est peut-être un peu plus intéressant, un personnage dont la vie est absolument creuse, sans aucun intérêt et quelque part sans aucune ambition. C'est-à-dire que sa seule préoccupation, c'est que les choses restent en l'état. Il est presque maladif à ce niveau-là. Il aime bien que les choses soient bien rangées. Il est très maniaque. Voilà, extrêmement maniaque au sens dépressif du terme en fait, puisqu'il y a un épisode qui est The Pothole, dans lequel il fait accidentellement tomber la brosse à dents de sa petite amie dans les toilettes et ensuite il la remet, et puis en fait lorsqu'il découvre qu'elle s'est brossé les dents avec, il ose plus l'embrasser, et ça prend des proportions totalement inouïes, et lorsqu'elle lui fait le sale coup, elle, de jeter un de ses objets dans les toilettes pour le remettre à sa place, sans lui dire lequel, il prend la décision de tout virer dans sa salle de bain par crainte de se contaminer. Donc c'est un personnage qui est d'une certaine façon indifférent au monde qui l'entoure, et même aussi d'une certaine façon indifférent à ses propres amis. Il y a un gag récurrent dans la série qui est son caractère anti-chevaleresque, c'est-à-dire que il faut jamais qu'il aide Hélène ou en quoi que ce soit. Elle a toujours des sacs lourds à la main. Quand ils prennent l'avion, lui il prend un billet en première classe, il la laisse en deuxième. Enfin, il se comporte comme une ordure, mais il est tellement sympathique. C'est tellement le bon garçon, le bon profil, comme du fils à sa maman, bien propre sur lui. Il est toujours impeccable et tiré à 4 épingles, qu'on peut même pas lui en vouloir, en fait. Le truc qui est bien avec les sitcoms, quand c'est bien fait, c'est que tu définis un personnage, en fait, qui va pas changer. Et d'un seul coup,
tu peux trouver des situations qui cassent ce rythme-là. Il y a un épisode justement où il sort avec, parce que Jerry Seinfeld a beaucoup de conquêtes, on va dire, beaucoup de petites amies avec lesquelles ça se termine en général, ça part en autre boudin parce que il est pas très. Parce qu'il fait chier sur un détail à la noix. Toujours une raison idiote. Et à un moment donné, dans une des dernières saisons, en fait, il y en a une qui se retrouve au diner avec qui lui dit mais je ne t'ai jamais vu te mettre en colère. Et c'est pas normal. Et d'un seul coup, en fait, elle le met au défi de se mettre en colère. Et lui, il comprend pas, il essaye de monter la voix, mais dès qu'il monte la voix, en fait, ça fait rire tout le monde parce que, en fait, c'est un truc que t'as pris l'habitude de voir dans les précédentes saisons, dans 6-7 saisons, qu'il est là en train tu vois qu'en fait, il est pas sérieux, en fait, quand il arrive pas à se mettre en colère. Et d'un seul coup, il finit par le faire. Il arrive à se mettre en colère. Elle est, ça lui plaît, en fait, de le voir, en fait, sortir de ses gonds. Et en fait, ça ouvre toutes les émotions. Et d'un seul coup, t'as Jerry Seinfeld qui se retrouve à avoir beaucoup trop d'empathie pour tout le monde, quoi. Et en fait, d'un seul coup, c'est là où il se met à pleurer. Il se demande, c'est quoi cette production de sel inutile? Voilà, il se met à pleurer et il se met à dire, par exemple, à Costanza, je t'aime, en fait, t'es mon meilleur ami. Et l'autre qui comprend pas, il commence à paniquer. Et il se propose à Hélène parce qu'ils ont été amants, enfin, ils ont été ensemble pendant un moment et ils ont été, un couple. Et c'est même un des trucs qui est justement pas du tout exploité en fait au final, c'est-à-dire on le sait. Ça a été évacué dès la première saison, très très vite. À un ou deux épisodes près en fait où apparemment ils recouchent ensemble et ça se passe pas bien, quoi. Ils font un contrat en fait. Ouais, ils essayent de mettre en place des règles et puis en fait ça marche pas du tout et puis finalement le sujet n'est plus jamais réabordé. Voilà, des règles de non-engagement. Parce que le non-engagement est absolument essentiel pour le personnage de Jerry Seinfeld. Voilà. C'est ça. La règle de on ne reste pas dormir. Enfin, rester dormir après, c'est optionnel. Voilà, c'est ça. On ne s'appelle pas le lendemain. Et la troisième règle, je sais plus ce que c'est, mais en tout cas. En tout cas, c'est l'anti-Ross et Rachel en fait de Friends en fait. C'est-à-dire que c'est vraiment, il n'y a pas du tout d'enjeu entre eux sur les 9 saisons. Sauf que dans cet épisode-là, du coup, il se met un genou à terre et il lui dit l'essentiel est là, j'avais jamais fait attention, épouse-moi. Alors évidemment, elle est en panique. et d'un seul coup, il y a je crois que la résolution du truc, parce qu'il faut vraiment le faire revenir à son état naturel, c'est que Costanza lui révèle en fait tout ce qu'il a sur le fond du cœur et toute la noirceur de son personnage hors champ. On le voit pas. Et en fait, ça remet Seinfeld à niveau. Et à ce moment-là, la punchline, en fait, le gag, c'est que Hélène revient, elle fait, je suis prête, épouse-moi, il lui fait, mais ça va pas ou quoi? Et donc, en fait, voilà, effectivement, il est sympathique, mais en vrai, c'est un con, en fait, Seinfeld. Il y a un côté comme ça. Il y a en tout cas, quelqu'un d'extrêmement. Mais un con charismatique. Voilà. Ouais. Et tout le paradoxe du personnage. C'est aussi un je sais que pour moi ça a été important en découvrant la série, c'est aussi un peu un nerd contrarié, c'est-à-dire il se laisse pas aller trop à son fan nerdisme. De Superman. Et voilà, il est entre autres fan de comic book et surtout de Superman, et donc ça va aussi un peu tapisser sa vie parce que pour lui c'est le plus haut modèle. Il est pas religieux, donc il est juif, mais il a aucun intérêt pour la religion. Il y a aussi des gars qui se moquent même du judaïsme. Ouais, il y a pas mal de gars qui sont faits à partir de ça. Donc sa plus haute instance morale, c'est Superman en fait. Et ce qu'il doit faire de bien dans sa vie, c'est construit autour de ça. Et ça, c'est un vrai truc qui vient de Jerry Seinfeld pour le coup. Il est vraiment fan de Superman. Et du coup, il y a aussi certains épisodes qui, d'une façon plus ou moins subtile, jouent avec le mythe de Superman. Il y a carrément un épisode qui s'appelle The Bizarro Jerry, qui est basé sur un concept de Superman qui est le Bizarro Superman, qui est l'antithèse en fait de Superman. C'est-à-dire un monde où tout est à l'envers. Et c'est un épisode dans lequel Jerry découvre qu'il existe un autre groupe d'amis à New York qui sont leur double inversé en fait. Donc ils jouent et qui vivent dans un appartement qui est littéralement le décor de Jerry Seinfeld mais à l'envers. Enfin bon, il y a tout un jeu avec ça. Et bien sûr, lorsqu'il gagne la course dans je sais plus quel épisode, c'est sur la musique de John Williams pour Superman qu'il le fait, quoi. Mais donc le vrai Jerry Seinfeld, il est aussi intéressant à ce niveau-là. Il y a un film un documentaire qui s'appelle The Comedian sur lui, qui à un moment donné nous montre au travail, et on réalise à quel point effectivement quand il est sur scène, c'est le gars le plus cool du monde, quoi. Mais avant de rentrer sur scène,
il est terrifiant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui porte une énergie négative manifeste en fait. Hein. C'est un vrai angoissé de la vie, quoi, comme souvent les comédiens, mais qui a travaillé comme un fou devant sa glace pour le faire totalement disparaître. Et on voit dans The Comedian ce passage entre le Jerry noir, affreux, celui qu'on veut pas voir, et le Jerry qui arrive sur scène et qui est absolument merveilleux et tout le monde veut être son pote. Alors aujourd'hui, avec le fait qu'on braque un peu des caméras partout, des téléphones, des machins, en fait, on le voit un peu plus. C'est-à-dire que c'est assez étonnant. Moi, c'est un exemple parmi tant d'autres. Et quelque part, en plus, je le comprends. C'est même pas, en fait, c'est ça qui est un peu étrange. Il y a eu un petit scandale du jour, comme on appelle ça à chaque fois. En fait, il y a 2-3 ans, quand à un moment donné, il était en pleine interview, et il y a la chanteuse Kesha, qu'il ne connaît pas, puisqu'en fait, si tu veux, c'est une autre génération. C'est une autre génération qui vient le voir parce qu'elle a découvert Seinfeld à la télé et elle voulait lui faire un câlin, un hug, quoi. Et devant les caméras, il l'envoie, tu sais, il lui fait non. Et en fait, tu le vois en train de stresser, en fait, vraiment, de faire, mais voilà. Et il fait, c'est qui? Tu vois, il dit carrément au journaliste, mais c'est qui quand elle s'en va parce qu'elle est déçue? Elle est carrément vexée, tu vois. Elle est vexée, voilà. Et en fait, si tu veux, il fait c'est qui? Et le journaliste dit, c'est une chanson, il fait, je la connais pas. Et donc, en gros, il a fallu qu'il fasse preuve d'excuse, de contrition derrière, en fait, dans d'autres émissions. Parce que c'est devenu un espèce mais ce personnage qui est censé être sympathique, ce Jerry Seinfeld, en fait. Et en fait, on lui dit, bah oui, mais il est comme son personnage, c'est juste qu'il n'y a pas les réenregistrés d'un seul coup, quoi. Il est vraiment comme ça. Et quand je vois ça, pareil, il y a aussi Larry King qui nous a quitté récemment, là, le grand intervieweur pour CNN, grand journaliste, en fait, qui est surtout un fan de sport, et qui s'est retrouvé en fait à interviewer Jerry Seinfeld, et c'est un clip très connu en fait qu'on voit sur Internet où il lui dit quelques années après la fin de l'émission, il lui dit vous avez été annulé en fait. Et là, t'as Jerry Seinfeld. Depuis votre annulation. Ouais, depuis votre annulation. Et là, t'as Jerry Seinfeld qui tombe des nues, quoi. Il lui dit, mais tu sais qui je suis? Enfin, et en fait, tu vois qu'il est, parce que évidemment, la série n'a pas été annulée. C'est Jerry Seinfeld qui a décidé de l'arrêter alors qu'il était au sommet de sa gloire. Oui, il a refusé de faire une saison 10 alors que NBC lui proposait un pont d'or. Le mec, il a quitté au top, en fait. Et donc, l'autre lui dit après votre annulation. Et donc, il prend la mouche en disant, mais attends, voilà. Vous êtes au courant qu'on était le show numéro 1 aux États-Unis? Et en fait, si tu veux, le truc, c'est qu'il s'en défend, Seinfeld s'en est défendu même très, très vite après, en fait, en disant on est bien sur CNN, là. Voilà, il dit c'était de l'humour, mais ça se sent effectivement que c'était pas de l'humour. Et même Larry King lui-même a confirmé, il a dit si, je pense qu'il l'a mal pris. Et il le disait dans d'autres interviews derrière. Et c'est quelque part, en fait, c'est ces petits moments-là où, ça peut le rendre antipathique quand tu connais la série. Mais c'est aussi un des trucs qui effectivement démontre ce que disait Rafik, c'est-à-dire que derrière tous ces stand-up comédiennes de grands talents, en fait, qui sont vraiment des gens qui arrivent à nous faire rire avec des trucs noirs, hein, parfois, en fait, il y a cette névrose, il y a cette angoisse, en fait, si tu veux, qui les nourrit, en fait, pour faire rire les gens, quoi. Et c'est là où on apprécie, où on peut voir le travail accompli. C'est-à-dire qu'effectivement, le travail que Jerry Seinfeld fait sur lui-même pour être ce personnage tel qu'il apparaît dans la série, dans ce documentaire, on voit tout ce travail nécessaire, en fait. Alors, Jerry n'est pas le seul personnage névrosé dans la série, hein. C'est le cas aussi de son ami Costanza. Mais avant de parler de Costanza, je vous propose un petit jeu, hein, pendant cette émission. Je vais vous faire écouter des extraits d'épisodes cultes et vous allez devoir trouver de quel épisode il s'agit. Bonus si vous trouvez la saison et le numéro exact de l'épisode. On va commencer avec le premier extrait. These pretzels are making me thirsty. These pretzels are making me thirsty. No, see, that's no good. See, you don't know how to act. These pretzels are making me thirsty. C'est Bretzel, me donne soif. Alors, dans quel épisode est-ce que cette réplique apparaît? Alors, je me rappelle pas du nom de l'épisode ni de la saison en soi, même si je pense que c'est une des premières saisons, c'est dans la 3 ou la 4 ou un truc comme ça. Mais c'est un épisode où, je crois, si j'ai pas de bêtises, Kramer, en fait, est engagé par Woody Allen pour faire l'extra, et il se retrouve à avoir une réplique, qui est cette réplique-là. Et en gros, il la teste auprès des autres, si je dis pas de bêtises, et en fait, ils sont tous à tour de bras, ils sortent tous la réplique. Et moi, je trouve
une réplique complètement banale, mais qui est très drôle parce que c'est eux qu'ils arrivent à la sortir comme ça. Et qui est resté, qui est rentré dans le langage courant américain, quoi. Qui est devenu culte, effectivement. C'était dans The Alternate Side, saison 3, épisode 11. C'est une des citations du show les plus célèbres et donc qui l'a fait connaître dans les premières saisons. Alors, il faut savoir, pour la petite anecdote, qu'en 2012, Jerry Seinfeld a lui-même dit que cet épisode-là, c'était son épisode qu'il appréciait le moins. Parce que dans l'épisode, il se trouve que le comédien qui joue, enfin le personnage qui joue le petit ami d'Hélène a une attaque. Et ça a rendu Jerry très inconfortable par rapport à ça, et donc il n'a pas du tout apprécié l'épisode. Alors, il faut peut-être préciser aussi un truc, c'est bien de mettre les extraits en VO. Hein. Vous avez bien fait, t'as bien choisi, Clémence, parce que c'est vrai que Seinfeld, ça se traduit pas vraiment, en fait. C'est compliqué, je pense, il y a des subtilités en fait qui passent pas et je pense que d'après ce que j'ai compris quand ils ont essayé de le faire ça a vraiment pas marché. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait nous on a découvert la série sur, comme tu l'as dit dans le premier épisode, sur Canal Jimmy, donc encore coup de chapeau à Alain Carazé et Jean-Pierre Dionnet pour nous avoir fait découvrir ça à l'époque, et c'était en VO sous-titré parce que la particularité de Canal Jimmy à l'époque c'était que c'était la première fois qu'on pouvait voir à la télévision française des séries américaines en VO sous-titré, et donc Seinfeld a bien pris, mais c'était pour un public qui se payait à l'époque le câble, c'est-à-dire essentiellement un public citadin et ayant souvent fait des études, et donc un peu bourgeois, quoi. Il y a eu une tentative de passer un épisode sur France 2 donc en version doublée, en version française, et c'était absolument dramatique, parce qu'il fallait voir la VF pour comprendre à quel point il était important que ce soit de l'anglais, Seinfeld, parce que le caractère new-yorkais est absolument central. C'est comme de voir, j'imagine, un Woody Allen en version française. Moi, j'en ai, à ma connaissance, jamais vu. Tu sens qu'il y a quelque chose qui déconne, qui manque. Il y a un exotisme dans Seinfeld. Nous, Européens qui regardons Seinfeld, on regarde aussi pour voyager à New York, en fait. Mais tout comme j'imagine que regarder Plus belle la vie en anglais, ça doit pas être terrible non plus. Hein. Mais même en français. Hein. Alors, on a parlé de Seinfeld. On passe à Costanza, maintenant à George Louis Costanza, son nom entier, qui est incarné par Jason Alexander. Il est décrit par Hélène comme petit, robuste, chauve et à l'esprit un peu lent. Il est névrosé et très complexé, paranoïaque, égoïste, radin, menteur. Bon voilà, c'est sans doute le personnage le plus amoral de la série et c'est le meilleur ami de Jerry depuis l'enfance. Le plus ouvertement amoral. C'est-à-dire que contrairement à Jerry, chez George, ça se voit qu'il est névrosé. Ça se voit qu'il passe son temps à calculer la vie, en fait. Il est toujours en train de... La particularité de Costanza, c'est qu'il a toujours un plan pour croit-il, s'en tirer à bon compte, en fait, et tricher avec l'existence. Et évidemment, ça se retourne toujours contre lui. C'est on l'a dit dans le premier épisode, c'est littéralement un portrait de Larry David. Beaucoup des choses délirantes qui arrivent à Costanza sont réellement arrivées à Larry David dans l'existence. Et en fait, oui, voilà, c'est-à-dire que c'était pas du tout quelque chose dont il était conscient. On en a un petit peu parlé vite fait, effectivement. Jason Alexander était pas du tout conscient de ça. Quand on l'a testé, Jason Alexander, il faut savoir qu'à l'époque, c'était un comédien de théâtre qui faisait beaucoup de représentations sur scène, assez sérieux. Et en gros, quand il a eu, en fait, le processus de casting était tel qu'ils avaient 3-4 pages, en fait. Et en plus, la production de Seinfeld était à Los Angeles. Parce que malgré le fait que ce soit un show new-yorkais, ça se tournait à Los Angeles, en décor et tout ça, etc. Et ça se voit même d'ailleurs, c'est assez marrant parce que ça se voit des fois quand la série s'ouvre un petit peu et que, en fait, d'un seul coup, les personnages se déplacent en dehors de leur quartier. Bah, quand t'as des plans de coupe, en fait, sur les voitures, les trucs comme ça, tu vois que c'est Los Angeles au lieu de New York. C'est très bizarre. Mais bon, ça passe, quoi. Et en fait, dans ce processus de casting, il l'a fait lui-même à New York, d'abord. Je crois que Seinfeld et Larry David n'étaient pas là. C'est-à-dire, c'est vraiment un groupe de casting qui lui a fait passer le truc. Et il a lu les pages, il a vu donc un personnage névrosé, il a compris que c'était un personnage névrosé, et il s'est dit, New-Yorkais, névrosé, Woody Allen. Et il est parti dans une imitation de Woody Allen littérale, en fait, c'est-à-dire vraiment en montant la voix, etc., en parlant très vite et tout. Les mecs du casting ont fait merci. Et en gros, ce qui est marrant, c'est que la bande vidéo est quand même arrivée en Californie. Et il a été appelé et ils lui ont dit très bien, juste tu coupes l'imitation, mais c'est ça.
C'est-à-dire, c'est ce personnage-là, quoi. C'est lui. Ils ont pas eu d'hésitation. Larry David et Jerry Seinfeld disent que vraiment, quand ils ont vu la bande vidéo, ils ont dit c'est lui. Et quelque part, ça a été immédiat. C'était pas un mauvais calcul, on va dire, de la part de Jason Alexander, parce que effectivement, Larry David, ça peut être une version extrêmement négative de Woody Allen si on part par là. Et d'ailleurs, Woody Allen lui-même l'a utilisé dans un film, je crois que c'était Whatever Works, où en gros il jouait Woody Allen, mais façon Larry David, quoi. Et Larry David, encore une fois, comme Seinfeld, ne sont pas des très bons acteurs, quoi, si tu veux. Et Jason Alexander, pour le coup, lui, le joue à la perfection. C'est-à-dire que quand il a fini par découvrir que, en fait, en vrai, son personnage, c'était Larry David, il a fini par calquer les maniérismes à un tel point où, même quand il est arrivé à un stade où comment dire, il connaissait très très bien le personnage, parce qu'il faut savoir que Larry David, ça on l'a pas dit, a quitté la série au bout d'un moment, c'est-à-dire au bout de la 7e saison. Les 2 dernières saisons, il les a pas écrites, il est juste revenu pour l'épisode final. D'un seul coup, en fait, et notamment Jason Alexander, plus encore que les autres, s'est dit mais comment je vais faire en fait d'un seul coup pour alors que ça faisait quand même 7 saisons qu'il le jouait. Il avait plus sa muse. Voilà, c'est ça, sa muse pour tous ces grands moments-là. Moi, ce que j'aime beaucoup avec ce personnage, c'est que effectivement c'est le personnage le plus ouvertement moral, mais c'est vraiment le personnage le plus amoral quelque part. Il y a un truc en fait que Seinfeld fait, et c'est du fait de Costanza en fait la série, c'est que il a plein de lui aussi il a plein de petites amies. Et en fait, il y en a une qui va finir par devoir épouser. C'est-à-dire qu'il y a toute une saison entière, en fait, qui est la saison 7, sur comment... D'ailleurs, c'était une ancienne exécutive d'NBC à qui il a fait perdre son job plus tard, enfin, déjà en avant, qui finit par... Elle est devenue, à un moment donné, elle est devenue bisexuelle, donc elle a une relation avec une femme. Il est revenu la voir, en fait, mais ça a pris 3-4 saisons, en fait. Il se persuade que c'est lui qui l'a rendu lesbienne. Voilà, en fait, en plus, tu vois, il y a ça. Et en fait, il retourne la voir et il se dit, parce qu'à un moment donné, il y a une espèce d'épiphanie au bord de la plage, en fait, tu vois, il s'est dit, il faut que je règle ma vie, faut que je me marie. Et il retourne voir cette personne-là. Et en gros, c'est une saison entière sur comment il va essayer de se sortir de la situation dans laquelle il s'est mis, c'est-à-dire ce mariage-là. Et je spoil, hein, c'est un gros spoiler, il faut le dire, quoi. On en arrive à un stade où, par sa maniaquerie, par sa radinerie, sa petitesse, en fait. Il refuse de payer des enveloppes de qualité pour les faire part. Pour les faire part de mariage. Donc, en fait, il se retrouve avec des enveloppes avec de la colle rassis. C'est sa femme qui les lèche, en fait, pour envoyer les faire part. Elle tombe malade. Et elle meurt. Et c'est la fin de la saison 7, quoi. Et c'est absolument incroyable parce que tu te dis, mais c'est une ordure, ce mec, en fait. C'est une vraie ordure. Et pourtant, en fait, tu vois, il y a encore 2 saisons derrière et on continue à l'apprécier, quoi. Donc, Jason Alexander est très, très fort, en fait, pour arriver à le rendre aussi sympathique. Le truc aussi, c'est que c'est une ordure, mais c'est une ordure qui se déteste. Il se hait, en fait. Et donc, du coup, on a une certaine empathie pour ça, parce que, on est tous un peu dans une situation où on se déteste aussi, on se considère comme inférieur à notre idéal. Et ce qui nous fait marrer, c'est justement sa projection dans un idéal. Il y a tout un gag autour d'un personnage fictif qu'il s'est créé, qui est un architecte du nom de Art Vandelay, voilà, qui est en fait le mec beau, riche et successful qu'il aurait aimé être. J'aimerais d'ailleurs à cette occasion en profiter pour faire un petit effet de plateau auquel vous ne pourrez pas assister, bien sûr, si vous écoutez ce podcast. Mais voilà, mon t-shirt aujourd'hui, c'est quand même le t-shirt de la société fictive créée par George Costanza, donc Vandelay Industries, qui ne fait rire que les touristes américains quand je me porte en été à Paris, ce qui montre bien que la série encore aujourd'hui est très reconnue par nos amis américains. Et comment dire, en fait, il y a un épisode qui est très parlant sur ce qui est George Costanza, c'est The Opposite. C'est génial. Et c'est un épisode où il réalise qu'en fait, toutes les décisions qu'il a prises dans sa vie, on en fait le loser absolu qu'il est aujourd'hui, et il se dit, mais puisque je fais autant de mauvaises décisions, à chaque fois, je vais faire exactement l'inverse. Aller contre mon instinct. Aller complètement contre mon instinct, systématiquement. Et donc, il décide de faire son premier réflexe, c'est de prendre un autre repas que celui qu'il prend d'habitude. Il se trouve qu'il y a une nana dans le resto qui a pris le même, qui du coup le remarque. Et la première chose qu'il dit à cette nana, c'est qu'il est au chômage, qu'il vit chez sa mère, et elle est fascinée par sa franchise. Et il se retrouve à sortir avec elle. Et donc c'est un épisode où aussi, et c'est important dans la dynamique
d'écriture, c'est un épisode où Jerry Seinfeld va réaliser, lui, qu'il est un personnage neutre, en fait. Il s'aperçoit que quel que soit l'enjeu, il va toujours se retrouver au milieu. Et donc, il demande je crois, à Kramer de l'appeler Even Steven, c'est-à-dire celui pour lequel tout se termine toujours au milieu. Donc, c'est un épisode intéressant parce qui du coup devient méta. Puisqu'on tente de réécrire les personnages sous nos yeux par des gens qui eux-mêmes sont en train d'essayer de reconstruire leur vie. Et puis parce que c'était aussi un leitmotiv, on va dire, en tout cas dans une saison, la saison 3 ou 4, je sais plus 4 je crois, d'avoir justement un show dans le show. Qui finalement ne va pas se faire en fait. En fait ça capote à cause de Costanza. C'est-à-dire que vraiment en fait il se présente dans un temps, mais moi je vais négocier, tu vas voir, le salaire qu'il nous propose c'est trop peu. Alors qu'on a beau lui dire, mais tu sais, c'est le salaire standard, en fait, pour un tout premier truc et tout. Non, c'est trop peu, moi je vais négocier. Il négocie à la baisse. sur 3 épisodes, il finit par négocier à la baisse, tu vois. Et ils écrivent l'épisode. C'est un personnage qui est absolument, je pense qu'on en connaît dans la vie, mais ils nous font pas rire, en fait. Alors que là, vraiment, dans la série, il est absolument hilarant, quoi. Et c'est vraiment un contrepoint, parce que c'est vraiment, pour le coup, un vrai acteur de qualité qui arrive à vraiment passer aussi de manière assez nuancée. Ces choses-là. Larry David, on l'a déjà dit, en fait, il a fait une série après derrière qui s'appelle Curb Your Enthusiasm où il joue son propre rôle et c'est très drôle, hein. Mais c'est comme Seinfeld en fait, c'est-à-dire il a ce truc-là. Il fallait vraiment un acteur de qualité. Si on avait eu Seinfeld, ça n'a pas le panache dans la loserie de George Costanza. Et puis on aurait eu c'est ce que je voulais dire en fait, c'est-à-dire qu'on aurait eu Larry David et Jerry Seinfeld en personnages principaux de leur propre sitcom, je pense que ça aurait beaucoup moins marché en fait. Il y a encore une fois, donc comme c'est régulièrement basé sur la vie de Larry David, on a dit que Larry David avait quitté le Saturday Night Live assez brutalement parce que ça s'était mal passé. Il avait fait un grand coup d'éclat en disant et s'était aperçu que c'était quand même sa paye principale dans une ville comme New York. Et donc il avait eu cette idée un peu absconce de retourner bosser comme si de rien n'était. Et en fait il y a évidemment l'épisode où George Costanza fait la même chose. Il y a ça et puis un autre truc aussi caractéristique du personnage, c'est son obsession pour les toilettes. C'est vrai. Mais quand tu parles de papier cul avec la nana, c'est ça, tu parles. Il parle de papier cul et puis aussi pour lui comment dire, tu sais que tu as réussi dans la vie si tu as des toilettes à toi dans ton bureau en fait. Donc il se fait d'ailleurs, je crois, à un moment donné virer parce qu'il utilise les toilettes du patron dans une des boîtes où il y a, qui reflète en fait encore une fois la façon avec laquelle il se dégoûte lui-même en fait. Donc on reviendra peut-être dans d'autres épisodes sur ses parents qui sont aussi assez fabuleux. On en parlera effectivement dans le prochain épisode. Alors Costanza, donc personnage à la fois détestable et sympathique. On va parler maintenant de Hélène Marie Bénès, l'ex-petite amie de Seinfeld. Mais avant ça, c'est la deuxième partie de mon petit quiz. Est-ce que vous allez réussir à trouver de quel épisode est extrait cet extrait? But are you still master of your domain? I am king of the county. You? Lord of the manor. Ça c'est un épisode dont on a déjà parlé, qui est The Contest. Cet épisode où donc les personnages, sans jamais prononcer le mot, font le pari de ne pas se masturber. Et donc là, il est question d'être effectivement le maître de son corps, donc Master of his domain, King of the Castle. Queen of the Castle. Et lorsque cet épisode a donc vraiment impressionné la profession, il a été récompensé d'un Emmy Award et donc Larry David a monté sur scène et a récupéré son enveloppe. Bon, déjà la première chose qu'il a fait remarquer, c'est que il était toujours chauve. Sous-entendu, je viens d'avoir un beau prix, mais je suis quand même chauve. Et donc il a remercié l'Académie pour lui avoir démontré qu'il était bien toujours le maître de son domaine. Effectivement, The Contest, saison 4, épisode 5. Et l'épisode a aussi été classé numéro 1 par TV Guide 2009 dans la liste des 100 plus grands épisodes de tous les temps. Ça va. Voilà, ouais. Plutôt pas mal. Donc, dans cet épisode, d'ailleurs, Hélène Bénès, donc l'ex-copine de Jerry, participe à ce pari. Et d'ailleurs, ce n'est pas la même somme qui est pariée pour elle. Les garçons parient $100, alors qu'elle en parie 150, parce qu'il paraît que pour les filles,
plus simple. Ouais, c'est une de leurs excuses en fait parce qu'ils veulent pas l'avoir à la base dans le pari quoi. Ce qui est moi je la trouve vraiment excellente, Julia Dreyfus aussi, c'est-à-dire que c'est une actrice. Alors elle aussi elle a démarré, je sais pas si c'est le premier truc qu'elle a fait. En fait, elle a fait d'abord du théâtre d'impro. Elle est pas du tout dans le stand-up, elle est pas du tout dans ce genre de choses, et elle est même pas dans le grand théâtre classique, on va dire comme Jason Alexander, merci. Elle, c'est vraiment le théâtre d'improvisation qui est aussi une autre branche en fait pour les comédiens comiques aux États-Unis qui est très très courue quoi, et surtout dans les années 70-80. Et en fait, elle a démarré aussi au Saturday Night Live et elle a aussi eu, alors elle pour le coup elle est restée 3 ans. Il y a pas mal de sketchs qu'on peut retrouver sur YouTube parce que Saturday Night Live a mis vraiment en fait pas mal de sketchs de leur histoire en fait sur Internet. Mais en fait, elle était extrêmement malheureuse elle aussi. Et elle a connu Larry David justement dans sa dernière saison à elle. Et ils sont devenus amis à cause de leur expérience malheureuse en fait dans le Saturday Night Live. Donc c'est quelque chose qui, je sais pas si c'est ce qui fait qu'elle s'est retrouvée sur Seinfeld plus tard. Il me semble que oui, mais par la connaissance de Larry David, je veux dire. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui a pas mal aussi bourlingué en fait avant de se retrouver dans Seinfeld et finalement d'avoir une place assez prépondérante parce que c'est vraiment un personnage en fait aussi qui à sa propre manière, est aussi exécrable en fait, si tu veux, mais dans ses propres, pour le coup, dans des situations très ciblées, quoi. Et notamment, elle, le truc principal, c'est le travail. Enfin, il y a ça et les mecs. Et les mecs, bien sûr. Ouais. Mais le truc, ouais, c'est que c'était comment dire, il y avait pas forcément pour le coup une égalité dans la répartition des caractéristiques psychologiques dans les sitcoms américains d'avant, au sens où finalement d'une certaine façon les mecs étaient mieux servis, leurs personnages étaient plus complexes en fait, et il y avait toujours pour le personnage féminin ce besoin d'apparence en fait, de faire quand même une nana un peu plus belle un peu plus le faire valoir. Mais il fallait quand même qu'elle soit mieux. Et ce que Julia Dreyfus a apporté avec force, je pense, c'est que c'est aussi une loser, hein, comme les autres. Enfin, elle est belle, hein. Comment ? C'est une belle actrice. C'est une jolie femme, mais en l'occurrence, son personnage, c'est un personnage qui foire. Elle est aussi complètement immature. Elle est victime. Alors, elle se fait souvent avoir par ses copains, hein, mais c'est vrai qu'elle-même, elle peut se montrer autoritaire, superficielle. C'est ça. Elle n'a pas que des qualités. Elle est très superficielle. Je veux dire, sa façon de sélectionner ses mâles, on va dire, c'est que souvent, ça correspond à des clichés de magazines, quoi. Il y a toute, je crois que c'est dans The Contest où elle perd parce qu'il y a JFK Jr. dans son club de sport. Donc, voilà, il y a un épisode où Jerry invente carrément un terme pour décrire certains de ses petits copains. Il les appelle des mimbos. En fait, c'est d'ailleurs des bimbos mâles, en fait. Et le mot mimbo a apparemment été réutilisé. Cependant, et le fait d'avoir justement réussi à imposer comme ça à la télévision un personnage de femme récurrent dans un sitcom qui soit pas la plus top, la plus belle, la plus machin, mais au contraire qui galère, qui foire, etc. Ça a aussi, je pense, permis de faire passer des choses qui auraient été polémiques, notamment tout ce qui touche à la sexualité, parce que c'est quand même, elle a une vie sexuelle plutôt, comment dire, aussi vive que celle de Jerry. Hein. Elle a régulièrement, elle enchaîne, quoi. Voilà. Ce qui n'était pas quelque chose dans les années 90. On ne parle pas trop de ça. Hein. Il y a même carrément. Donc on a dit sur The Contest que l'idée même de la masturbation féminine c'était totalement hors cadre à la télévision américaine, et pourtant c'est passé comme une lettre à la poste via ce personnage-là. Il y a aussi un autre truc, moi je me rappelle à l'époque, il m'avait carrément surpris, et l'expression est restée aux États-Unis, où en fait il y a une pénurie d'éponges à New York, d'éponges vaginales, voilà. Et donc du coup elle y en reste peu, et donc elle couche pas avec n'importe qui à cause de ça. Donc elle cherche des gars qui soient sponge-worthy, dignes de l'éponge, en fait, quoi. Ça franchement, dans les années 90, c'était pas simple, quoi, de faire passer un truc pareil pour un personnage féminin. Il y a ce truc aussi où elle révèle en fait justement le côté complètement foireux des autres personnages. Il y a un épisode où elle laisse un message sur un répondeur téléphonique en prenant une voix suave et voilà. Et comme c'est pour eux en fait, ils la voient pas du tout comme ça.
ils savent pas qui c'est. Et d'un seul coup, en fait, t'as Jerry et George, surtout George, en fait, qui commence à s'ambiancer, à fantasmer sur elle, sur cette voix. Et elle est morte de rire, quoi, parce qu'en fait, elle voit sauf que ça se retourne contre elle, parce que d'un seul coup, George a vraiment envie d'elle, quoi. Et là, en fait, comme déjà, elle, c'est plus ou moins établi qu'elle traîne avec lui parce que Jerry traîne avec lui, mais en vrai, elle n'est pas super fan de George Costanza, quoi, qu'elle considère comme un loser. Et d'ailleurs, l'épisode où George va se marier, en fait, elle développe des trucs de jalousie parce que c'est pas elle, en fait, qu'on vient chercher. C'est pas elle qui va se marier, elle est pas la première à se marier du groupe, etc., etc. Enfin, voilà, il y a tout un truc comme ça qui, en fait, révèle des fois comment elle peut se foutre de la gueule des mecs, donc dans cette dynamique-là, mais ça peut lui retomber aussi sur la gueule dans le côté loser. Voilà, et elle le joue, elle est hyper balèze, quoi. Oui. Un personnage qui a de l'épaisseur, porté par une comédienne de talent, forcément ça fonctionne. Et il faut savoir que c'est une des actrices les plus récompensées de l'histoire de la télé américaine. Elle a reçu 11 Emmy Awards, 8 pour la comédie et 3 pour la production, avec au total 24 nominations tout au long de sa carrière. On en reparlera, ça, dans le tout dernier épisode de We Love Série. Mais avant de passer au dernier personnage, je crois que tu voulais ajouter quelque chose, Rafik ? Oui, sur le caractère physique de son jeu, qui s'est développé au fil des saisons. Dans les premiers épisodes, elle est très retenue, en fait. Elle est encore un peu dans le Woody Allen-like. D'ailleurs, elle avait joué dans un Woody Allen, elle était dans un Ice et Sœur. Mais dès l'instant où elle a réalisé que quand elle donnait des grandes claques, par exemple à Jerry, ou qu'elle le pousse, en tapant sur son torse, ça faisait rire l'assistance, parce qu'il y a des passages qui sont filmés devant un vrai public, en fait. Elle voyait que le public réagissait bien. Elle est devenue de plus en plus physique au fur et à mesure de la saison. Donc elle a amené ça en plus à son personnage. Alors, en parlant de personnage physique, justement, qu'il est vraiment, c'est Cosmo Kramer. On va parler de lui dans quelques secondes. Mais avant ça, troisième et dernière partie de ce petit blind test. Est-ce que vous saurez retrouver de quel épisode est extrait cette réplique? So speaking of exes, my old boyfriend came over late last night, and yada yada yada. Anyway, I'm really tired today. Yada yada yada. D'où est-ce que ça vient? Alors je sais plus c'est quoi. Impossible de trouver l'épisode comme ça, mais effectivement ça c'est une des expressions les plus célèbres de Seinfeld, qui a pour le coup vraiment, je crois même. Elle est officiellement dans le dico américain. Enfin, c'est carrément rentré dans le langage commun. Mais c'est pas un truc qu'ils avaient inventé. C'est quelque chose qui se disait dans certaines familles juives, en fait, qui veut dire etc. En fait, sauf qu'ils en font tout un gag parce que en fait, ils savent pas ce qu'elle a dit dans le yada yada. Il y avait une information probablement importante qui a été zappée. Ouais, l'épisode s'appelle The Yada Yada. C'est dans la saison 8, épisode 19, et c'est la nouvelle copine de George qui n'arrête pas d'employer cette expression-là, effectivement, à chaque fois pour zapper des moments croustillants que tout le monde attend, et ça devient un running gag. D'ailleurs, le Palais Center, l'ancien musée de la télévision et de la radio aux États-Unis, a décerné le titre de phrase la plus drôle sur son top 50 des phrases de la télé pour le fameux yada yada yada. Sauf que yada yada, la phrase elle est pas drôle en soi, elle est drôle dans la série. C'est ça qui est marrant. C'est marrant en fait je pense que les gens qui connaissent pas Seinfeld, qui écoutent ça, ils comprennent pas ce qu'ils peuvent nous faire rire en fait là-dedans, mais c'est vrai que c'est contextuel, quoi. C'est comédie de situation. Donc effectivement, il y a un personnage qui dit des choses sans intérêt. Les seules fois où on se doute qu'il y a un intérêt réel à ce que ce personnage dit, c'est lorsqu'elle dit yada yada yada. Effectivement. Alors un autre personnage fort intéressant, haut en couleur, lui on a vraiment des choses à dire sur lui, c'est Kramer, Cosmo Kramer, le voisin un petit peu timbré de Jerry, qui est aussi son ami, et qui est donc inspiré, on l'a dit dans le premier épisode, d'un vrai Kramer, Kenny Kramer, qui était le voisin de Larry David. Voilà, et en fait, qui est donc, comme on l'avait dit, si vous n'avez pas écouté l'épisode, quelqu'un qui pouvait poser problème à la production, puisque en fait il savait qu'il allait profiter, ne serait-ce même pas que du succès de la série, mais déjà en fait du fait qu'elle soit diffusée et que ça soit son nom et tout, quoi. Donc ils avaient un peu cette peur là et il avait nommé Kessler, comme tu avais précisé. Et je rajouterais un truc là-dessus, c'est que le dernier épisode, il y a un épisode en fait qui se termine, qui remonte très très loin. Je crois que c'est l'épisode qui va à l'envers, si je dis pas de bêtises. Oui. Et en fait il remonte en fait dans le temps, il raconte l'histoire de l'épisode à l'envers. Et Kramer n'est pas vraiment dans cet épisode.
Si ce n'est à la fin où l'épisode remonte tellement loin que le gag final, en fait, c'est que c'est la première fois où Jerry s'installe chez lui et qui fait la rencontre de Kramer et lui dit mais j'ai vu votre nom sur la boîte aux lettres, vous appelez Kessler. Il fait non, c'est Kramer. Et en fait, voilà, il y a un gag interne sur ça, quoi. C'est le comédien le plus physique, en fait, du groupe, Michael Richards. C'est quelqu'un qui est devenu tellement populaire, presque plus populaire pendant un temps donné que tous les personnages de la série. Qui avait carrément des t-shirts. Il y a notamment un t-shirt sur un, tu sais, il y a un tableau. il y a un moment donné, il y a c'est Jerry, je crois, qui sort avec une peintre, qui est interprétée par Catherine Keener, je crois. Et en fait, en gros, elle voit Kramer. Elle voit la beauté de Kramer. La beauté de Kramer, en fait, qui est un personnage complètement loufoque, quoi, avec une coupe de cheveux complètement improbable. Et elle décide de le peindre. Et comme elle vend des toiles à des riches New-Yorkais, snobs, etc., en fait, il y a un moment donné où ils sont en train de regarder ce tableau où il est là en train de poser fièrement, là. Et en fait, ils se disent, il est grotesque, absurde, dégoûtant, etc., j'achète. Tu vois, ils sont là en train ils achètent le tableau, quoi. Et ce tableau, c'est devenu un t-shirt qui s'est vendu, mais par millions, en fait, aux États-Unis dans les années 90 parce que c'était Kramer, quoi. Enfin, voilà, quoi. Et Kramer, c'est ce personnage qui pourrait être un personnage de sitcom classique, pour le coup, c'est-à-dire vraiment comme, par exemple, Andy Kaufman dans Taxi, vraiment un personnage reconnaissable parce qu'il a des mimiques et des trucs, en fait, de personnages de sitcom. Des choses qu'on attend de lui, en fait. Ça, ses entrées à chaque fois. Voilà, qui spectaculaires, qui faisaient applaudir tellement les gens dans l'audience qu'ils ont dû leur demander de calmer le jeu parce que sinon plus personne n'arriait à suivre le flux, en fait, de l'épisode. Il arrive en glissant. Voilà, c'est ça. D'une façon. Et en se cassant même la gueule. L'acteur Michael Richards est très grand. Je sais pas combien il mesure, mais enfin, il les dépasse tous de tête. Donc, effectivement, son entrée en fanfare et son côté donc extrêmement physique. Il peut pas avoir une réaction normale quand il est surpris. C'est forcément un bond en l'air de 5 mètres, quoi. En plus, il a un look qui le fait beaucoup penser à un ancien comique des années 50 qui s'appelle Danny Kaye, qui était aussi déjà pas mal dans la pantomime. Donc, il a ramené ça, en fait, dans la télévision américaine, parce que ça avait un peu disparu. Jim Carrey le faisait un petit peu à l'époque, avant de passer au cinéma. Dans In Living Color. Dans In Living Color. Mais c'était sur une chaîne qui était pas aussi regardée que. Non, c'était sur Fox, FX Network. Et Michael Richards, donc, c'était vraiment spécialisé là-dessus. Et donc, quand il faisait ses shows au David Letterman Show, etc., c'était des trucs, pareil, très physiques, où il faisait un prof de gym, là, qui arrivait même pas à utiliser ses appareils, il cassait tout, etc. Oui, c'est vrai. Donc, voilà, ça, c'est vraiment Michael Richards qui a amené ça. Le vrai Kenny Kramer, c'est pas un personnage physique, c'est plutôt une espèce de baba cool. Mais par contre, toutes les caractéristiques psychologiques de Kramer, qui est notamment ses tentatives de profiter de tout, en fait, d'essayer de toujours tout transformer en or, mais d'une façon ridicule. Le vrai Kenny Kramer l'a fait. Et c'est devenu un gag méta, puisque lorsque la série a commencé à marcher et que le personnage de Kramer est devenu célèbre, le vrai Kenny Kramer a évidemment décidé d'en profiter et a créé le Kramer Tour à New York, qui était donc un bus dans lequel il faisait visiter aux gens le quartier dans lequel ils vivaient, en leur disant voilà, c'est l'origine de tel épisode, etc., etc. Et c'était devenu tellement ridicule, cette situation, pour Larry David, qu'il en a écrit un épisode dans lequel Kramer lui-même fait le tour de bus à des touristes. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'en fait, par exemple, il apprend que le père de Seinfeld, qui faisait je crois, des imperméables ou des trucs comme ça, des manteaux qui sont... Il est à la retraite, le père de Seinfeld, tu vois, quand il apprend qu'il y a encore des imperméables qui sont très classe et tout, il lui dit, mais on va monter un deal, je vais le vendre quelque part, et en fait, ils se mettent à vendre des trucs, et en fait, des imperméables, c'est tout le temps, chaque épisode, il y a un nouveau truc, en fait. Il a une nouvelle invention, une nouvelle idée. Voilà. C'est un peu l'inventeur fou. Il a un petit côté professeur Tournesol. Si ce n'est qu'il est pas, c'est pas du tout un technicien, c'est rien du tout. C'est vraiment un type qui est complètement gauche, quoi, en fait. Donc, en fait, les différents personnages de Seinfeld, je pense qu'ils représentent tous une facette de l'immaturité. Donc, on a dit Seinfeld, c'est le refus de l'engagement. George Costanza, c'est le refus de la responsabilité. Hélène, c'est le refus. D'ailleurs, ça pourrait être quoi, le refus d'Hélène, en fait? C'est aussi un refus de l'engagement, hein, qu'elle porte avec elle. Et Kramer, c'est l'infantilisme, en fait. C'est un vrai gamin. Mais... Et, ouais. Oui, Kramer, sur les 4 personnages, je trouve que c'est celui qui a le meilleur fond, finalement, parce qu'on dirait un enfant et qu'il pense jamais à mal. Il peut faire des choses stupides,
mais il pense jamais à mal. Tout à fait. Mais c'est un gamin qui considère que la vie, c'est une espèce de scène de théâtre. Il y a d'ailleurs un épisode exceptionnel dans lequel il trouve des meubles pas chers dans la rue qui sont en fait, il s'avère être un ancien décor d'émissions de télé, de talk show. Donc il installe ce décor de talk show chez lui et il est conditionné par ça. Du coup, quand ses invités arrivent, il les interviewe comme s'ils étaient à la télévision et il se met à sourire à une caméra qui n'existe pas. Bref, il le joue super bien. À un moment donné, il part carrément à Los Angeles parce que ça se passe à New York le show. Il part à Los Angeles pour faire carrière justement après le coup du pretzel là chez Woody Allen. Et en fait, il se retrouve en fait au milieu d'une histoire de serial killer et les gens pensent que c'est lui, donc il se retrouve en procès. Enfin, il y a tout un truc autour de ça. Il y a ce truc aussi chez Kramer, par contre, qui est assez intéressant à signaler, c'est que il plaît vraiment aux femmes. C'est-à-dire que c'est le seul personnage où il passe pas. Enfin, en fait, il a plein de compagnes aussi. Mais c'est jamais, on le voit jamais casser la situation. En fait, il est au contraire, il est séduisant en fait dans son côté gauche et tout ça. Et mine de rien, c'est aussi un contrepoint de Seinfeld et Costanza qui eux foirent leur relation sciemment en fait, inconsciemment, mais de manière très spécifique. Lui, au contraire, ça marche. Tu vois, et il est toujours prêt pour lui en fait. Et il est toujours prêt à de nouvelles expériences aussi. Dans l'épisode dont on parlait justement de Not That There Anything Wrong With That, où ils se défendent, où Jerry et George se défendent d'être homosexuels pendant 20 minutes, on perd de vue le personnage de Kramer et il arrive à la fin accompagné d'un super beau mec. Et le premier réflexe du spectateur, connaissant la psychologie de Kramer, c'est de se dire, ça fait plusieurs jours qu'il observe ce manège avec ces gars qui se défendent d'être homo, donc forcément, sa première réflexe, c'est de se dire, et si j'essayais, tu vois, donc c'est immédiatement comme ça que les spectateurs l'ont pris. Donc effectivement, c'est ce côté-là qu'il a de positif, parce que c'est un vrai gamin en fait. Il est toujours à vouloir manger les gâteaux en vitrine, et ça, ça nous plaît quoi. Et puis il y a ce côté aussi, une certaine sensibilité. Moi, je me souviens de l'épisode. L'épisode The Rules où justement Hélène et Jerry décident de mettre en place des règles parce qu'ils veulent essayer de coucher ensemble tout en restant amis. Et puis c'est l'anniversaire d'Hélène, il faut trouver un cadeau à Hélène et de fil en aiguille, Jerry se retrouve à lui offrir $182 parce qu'il n'arrivait pas à choisir. Et Kramer arrive avec le cadeau, le banc qu'elle voulait absolument acheter, avec une carte, avec un mot adorable. Elle lui fait un gros câlin. Et voilà, et on sent qu'il y a vraiment pensé, il y a mis tout son cœur. Et il a une vraie gentillesse au fond de lui. Oui, parce que je pense que c'est quelqu'un pour qui la vie est facile. En fait, dans la série. Et c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est tellement pas le cas des autres. Enfin, c'est peut-être le cas de Seinfeld, mais. Tout coule sur lui. Voilà, c'est ça. Donc, en fait, ça va. Bien sûr, ces bonnes paroles, on va refermer cet épisode. Il y aurait encore tellement à dire sur ces personnages, mais on va laisser un petit peu de place aux autres. Alors, vous en voulez encore, ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. Il nous reste encore 2 épisodes sur le feu. La prochaine fois, les garçons, de quoi est-ce qu'on va parler ? Ce qui est important en fait dans Seinfeld, c'est aussi les personnages secondaires. Il y en a un paquet. C'est un classique dans la sitcom, mais là en fait dans Seinfeld, il y a vraiment des personnages qui ressortent avec des vrais acteurs qui sont vraiment excellents. Je pense notamment à Jerry Stiller qui joue le père de Costanza, quoi. C'est bien d'en parler parce que c'est vraiment un énorme ressort comique en fait dans Seinfeld et qui s'est révélé avec le temps, quoi. Eh oui, de Newman, le voisin horripilant, aux parents de Jerry et George, en passant par le célèbre soupe nazi, on dressera le portrait de ces personnages, tous plus névrosés les uns que les autres. Rafik, Stéphane, merci de m'avoir accompagné pour le second épisode de cette nouvelle collection. We Love Series, c'est fini pour aujourd'hui. Pour suivre les prochains épisodes ou réécouter celui-ci, rendez-vous sur welovecinema.fr et sur vos applis de podcast. Nous, on se retrouve mardi prochain pour la suite de cette collection consacrée à Seinfeld. D'ici là, portez-vous bien.